Cette semaine au balado, on parle de la bourse, du carbone, du fonds vert, du discours du trône et de la perte en popularité de la CAQ avec Nicolas Gagnon. Et Jérôme Blanchet-Gravel nous parle d'immigration et de l'annulation de la conférence de Bergo-Blacker à Montréal. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur, Francis Denis, en compagnie aujourd'hui de Jérôme Blanchet-Gravel et de Nicolas Gagnon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons tout d'abord par Nicolas Gagnon. Vous avez de nombreux sujets dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Mais parlez-nous d'abord, quel est votre point de vue? Parce qu'on a vu dans l'actualité, encore cette semaine, la bourse carbone, le fonds vert. Il y a beaucoup de mécanismes, selon vous, là, qui nuisent aux Québécois. Oui, ben c'est quand même assez particulier parce que ça fait à peu près depuis 2013 là, que la taxe carbone du Québec ou la bourse du carbone existe, puis qu'on a aussi un fonds vert qui est rattaché. En fait, pas loin de 12 ans, puis ça a pris 12 ans avant que ça devienne effectivement un débat au Québec. Donc, c'est survenu depuis essentiellement l'abolition, comme on l'a vu, ou du moins la suspension de la taxe carbone dans le reste du Canada depuis le 1er avril dernier. Et là, soudainement, on a commencé à s'intéresser en fait à qu'est-ce qui se passe avec la taxe carbone au Québec. C'est drôle, il y a eu comme trois grandes réalisations. La première, c'est que les Québécois ont réalisé qu'effectivement, ils payaient une taxe carbone parce il faut rappeler qu'au courant des dernières années, les politiciens ont souvent joué avec les mots en essayant de faire croire que non, on n'avait pas de taxe sur le carbone, on a plutôt une bourse du carbone. C'est pas pareil, donc on n'en parle pas. Mais essentiellement, il y avait quand même un prix qui était refilé à la pompe aux consommateurs, aux automobilistes, aux agriculteurs, aux camionneurs, donc essentiellement à plusieurs composantes de l'économie. Puis ça, ben, ça a été passé sous silence. La deuxième grande réalisation, c'était qu'effectivement, on est rendu les seuls à payer cette taxe sur le carbone-là depuis que ça a été suspendu dans le reste du Canada. Même les provinces pionnières comme la Colombie-Britannique qui l'avait imposé en premier, ben, l'ont aboli dès que c'était possible de leur côté. La troisième réalisation, c'est qu'on réalise que finalement, cet argent-là n'est pas vraiment utilisé à des bonnes fins, ou du moins est utilisé de tout croche, parce que la plupart des recettes qui sont perçues via cette fameuse taxe carbone, ben, finissent dans un fameux fonds vert qu'on appelle aussi plutôt le fonds à l'électrification et changement climatique. Et ce fonds-là sert essentiellement à, comme on dit en anglais, ça s'appelle un slush fund, c'est-à-dire c'est un fonds qui a été mis en place par le gouvernement pour essentiellement dilapider l'argent des contribuables dans toutes les directions, pour toutes les raisons possibles, tant que ça porte l'étiquette environnementale, c'est justifiable. Et c'est ce qu'on a réalisé. Il y a eu plusieurs documents qui ont été publiés depuis quelques temps. On savait que le fonds vert finançait entre autres le projet Rouler vert, là, ou plutôt le programme Rouler vert, donc toutes les subventions aux voitures électriques, ça passait par là, les subventions pour les autobus électriques pour acheter auprès de Lyon électrique qui est présentement en faillite, ou du moins qui se remet d'avoir presque passé à la faillite. Bref, ça c'était tout financé via le fonds vert, donc encore une fois, l'argent des contribuables servait à ça, mais c'était pas remis aux contribuables à travers aucune forme de programme de remise. Et en plus, ben, c'était versé à des entreprises, pas juste Lyon Électrique et compagnie ou les concessionnaires automobiles, mais également à des grandes entreprises comme ArcelorMittal, comme Glencore, comme Air Canada. Donc, des entreprises qui ont des très bons revenus, des très bons chiffres d'affaires, mais qui avaient droit à des subventions via le fonds vert pour des investissements éco-énergétiques. Et ça, c'était payé par l'argent des contribuables. Donc, il n'y avait aucune contrepartie réelle pour l'environnement. Il n'y avait pas eu d'effet sur les GES qui est attribuable réellement à cette bourse du carbone parce que c'est impossible vraiment d'isoler la donnée et de dire, bon, sur la période où est-ce qu'on a remarqué une baisse des GES, c'est quoi qui est attribuable à la bourse du carbone versus au reste, des efforts qui ont été faits sur la même période. Et par-dessus le marché, ben, on voit que ça pèse lourd sur l'économie à quelque part. Ça nous prive de 0,5 à 0,7 % de notre PIB à chaque année. Donc, tout ça étant considéré, c'est quand même bien qu'il y ait une réalisation au niveau de la bourse du carbone, puis au niveau plutôt de la taxe carbone, puis comment c'est utilisé au Québec. Ben, le gros problème qui reste présentement, c'est l'absence d'écho à cette réalisation-là au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul parti présentement, il n'y a pas un seul élu à l'Assemblée nationale qui demande son abolition ou qui a fait part là, d'une forme d'opposition quelconque là, au modèle qu'on a présentement. Comment vous trouvez, Nicolas Gagnon, la position de PSPP là, par rapport à l'essence? C'est-à-dire, il veut qu'on abaisse la taxe de l'essence, mais sans s'attaquer à la bourse carbone. Bon, on comprend que cette sortie-là est faite dans le cadre de la campagne d'Arthabasca où, bon, monsieur
Saint-Pierre Plamondon vise un peu à jouer à droite, si on peut dire, d'apparaître comme quelqu'un qui a un programme un peu plus à droite qu'on pourrait le dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? Est-ce que c'est suffisant? J'imagine que non. Ouais, c'est insuffisant, mais il y a quand même un pas dans la bonne direction qu'on a remarqué parce que ils l'ont dit Ah, eux-mêmes, Paul Saint-Pierre Plamondon puis les membres du PQ ont quand même rappelé que ça fait plus de 10 ans qu'ils parlent du prix de l'essence. C'est vrai qu'ils parlent du prix de l'essence, mais depuis les 10 dernières années, ils pointaient constamment du doigt les pétrolières. Donc, ils pointaient pas tout à fait les bons responsables là, du doigt par rapport au coût, parce que oui, on peut pointer du doigt, par exemple, la marge de profit, la marge de raffinage. Puis dans le fond, ce qui consiste à être les revenus qui sont soit pour les distributeurs, soit pour les raffineurs, etc. Donc, c'est facile de pointer ça du doigt. Maintenant, on se retourne de bord et on regarde les autres mécanismes qui maintiennent le prix de l'essence plus élevé. Ils ont dit, jusqu'à cette année, ils n'avaient jamais parlé, entre autres, de la taxe provinciale sur l'essence qui coûte environ 19,2 cents. Ils n'ont jamais parlé de la taxe sur la taxe. Ça, c'est arrivé tout récemment parce que faut le rappeler, au Québec, on a des gouvernements qui manquaient tellement d'idées au niveau de qu'est-ce qu'on peut taxer, qui se sont dit on devrait taxer des taxes. Donc, quand vous vous achetez ou quand vous faites le plein de votre véhicule, vous avez des taxes dans le prix de l'essence. Vous avez aussi la TPS et la TVQ qui s'appliquent sur les taxes. Ça gonfle le prix de l'essence d'environ 3 à 5 cents selon la région, juste parce qu'on fait ce petit mécanisme-là. J'ai vu que le Parti québécois a commencé à en parler tout récemment. Puis oui, ça semble être pas mal dans le sillage de l'élection partielle qui s'en vient dans Arthabasca. Ceci étant dit, bon, c'est une bonne chose qu'ils ouvrent la porte à cette proposition-là. Euh, mais bon, encore faut-il livrer une fois qu'on est au pouvoir si jamais c'est le cas. On sait que le Parti québécois, c'est aussi le parti qui avait mis en place dans les années 90 le prix plancher sur l'essence qui vient tout juste d'être aboli par la CAQ. Et je veux dire, c'est un prix qui maintenait artificiellement en fait, c'est un mécanisme qui maintenait artificiellement les prix plus élevés et le PQ n'a jamais rien fait pour s'en débarrasser. Donc, c'est quand même des choses que je trouve intéressantes comme ouverture de la part du PQ, mais il va falloir qu'il y ait vraiment un recentrage réel plus qu'une simple saisie d'opportunité comme on le voit présentement. Puis finalement, les arguments qu'ils ont mis de l'avant par rapport à la bourse du carbone tiennent très peu la route. La première des choses, c'est qu'ils disent que ça a ramené des revenus au gouvernement, ben, comme toutes les autres taxes d'ailleurs. Donc, ça nous confirme qu'effectivement, la bourse du carbone, c'est effectivement une taxe parce que ça reste un mécanisme imposé pour aller chercher des revenus, qu'on s'entende ou pas sur la formulation ou sur l'acronyme, n'en reste que c'est une taxe. Et donc, ils reconnaissent que ça a ramené des revenus, mais ils disent pas d'où venaient les revenus. Mais les revenus, ils viennent essentiellement des contribuables à chaque fois qu'ils font le plein de leur véhicule, des camionneurs. Je veux dire, à chaque fois qu'ils font le plein d'un camionneur, ça a l'air de rien. Mais la taxe sur le diesel attribuable au carbone, c'est environ 12,7 cents présentement. Là. Pour un plein, c'est pas loin de 100 $ en taxe sur le carbone à chaque fois qu'un camionneur fait le plein. Donc, c'est énorme. Un agriculteur, c'est pas loin de 25 000 $ par année qu'il va payer en taxe sur le carbone uniquement. Ça, je parle pas de toutes les autres taxes. Donc, essentiellement, c'est comme si on remarquait à quel point le gouvernement avait besoin de ces revenus-là, puis on n'osait pas dire d'où viennent ces revenus au final et à quel point ça pénalise monsieur, madame, tout le monde, puis l'ensemble de l'économie en général. Donc, comment dire, j'ose espérer que le PQ va finir par avoir une position ouverte là-dessus. Ceci étant dit, ce que je peux saluer de leur part, puis que, ironiquement, je peux aussi saluer auprès de Québec solidaire, c'est qu'ils ont réalisé qu'effectivement, le fonds vert sert à dilapider l'argent des contribuables dans toutes les directions, que ça finit plus souvent qu'autrement dans les poches de multinationales. Donc, peut-être que ça serait une bonne idée d'avoir un peu plus de transparence, mais il faut aller plus loin, il faut l'abolir pur et simplement. Puis on va espérer qu'ils vont avoir le réflexe politique d'agir dans cette direction-là. Ouais, j'aurais pu lui demander la question ce matin au ministre Girard, justement, puisqu'il a commandé son café à côté de moi sur la rue Cartier, pour pas nommer le nom. Mais c'est blague à part. La CAQ est en perte de vitesse là, en ce moment dans les sondages. Bon, à quel point c'est une priorité pour eux de rééquilibrer les finances? Puis selon vous, quelle est leur marge de manœuvre, bon, sur un point de vue électoral, mais aussi pour les finances publiques et le bien commun, osons-nous le rappeler? On le sait qu'il y a énormément de négociations qui ont lieu en ce moment. Où en est la CAQ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'améliorer les finances publiques?
Oui, pardon pour avoir interrompu, mais oui, en fait, il faut dire que pour le retour à l'équilibre budgétaire, autant qu'on sait ce qu'on veut, ça devrait être une priorité pour n'importe quel gouvernement. On s'entend qu'avec un an, même pas, on est à peu près un an du déclenchement des élections parce que dans un an, quasiment jour pour jour, la prochaine session parlementaire va prendre fin. Les parlementaires s'en vont pour l'été, puis ils reviennent en septembre 2026, puis les élections sont commencées. Donc, ils ont à peine un an pour faire un retour à l'équilibre budgétaire après avoir déposé, il faut le rappeler, l'un des pires déficits de l'histoire du Québec, 13,6 milliards, c'est énorme. Les coupures qui sont à faire là-dedans, c'est énorme. Et on s'entend que, rendu là, l'exercice comptable, il est assez évident. Soit on augmente les revenus, soit on baisse les dépenses. Et là, on voit déjà qu'il y a toute une armée de syndicats à droite et à gauche, surtout à gauche, qui semblent se mobiliser tranquillement pour obtenir des meilleures conditions salariales, pour aller chercher plus en fait, améliorer plutôt leurs conditions de travail également. Donc, tout ça vient avec des coûts, veut pas, qui sont attribuables encore une fois, aux contribuables. Donc, ça va continuer à se faire aller. Il va y avoir cette pression qui va continuer à être exercée sur le gouvernement jusqu'à l'année prochaine et pendant les élections. Je peux déjà vous garantir que le FTQ et la CSN, ça va être assez bruyant, comme ils l'ont toujours été durant les élections d'ailleurs. Fait que c'est quoi la marge de manœuvre qu'un gouvernement qui est impopulaire, avec des finances publiques aussi déficitaires, puis avec les syndicats qui leur courent après présentement pour avoir plus de concessions? Ben, la marge de manœuvre est très faible. En fait, pour l'instant, tout ce que la CAQ peut espérer faire, c'est qu'il y a un recentrage historique du parti politique. C'est-à-dire que François Legault revienne vraiment à l'homme qu'il était en 2018. Tout ce qui a été fait au courant, je dirais, des 7 dernières années, ont été pas mal, ils ont erré un peu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des positions identitaires qui étaient plaisantes au niveau de leur prise de position sur la laïcité, sur la langue, sur l'immigration, qui sont, on peut dire, qu'on ratisse un peu plus à droite, dans une certaine mesure, dans un certain cadran droite identitaire, mais toutes les autres mesures dites économiques de droite, que ce soit de réduire la taille de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires, tout ça, ça n'a pas eu lieu. Je veux dire, la taille de l'État a augmenté constamment. On a vu un nombre incroyable de nouvelles agences gouvernementales se créer, de nouveaux programmes de dépenses se créer. On a vu aussi le nombre de fonctionnaires en tout et partout qu'on prend hors fonction publique et dans la fonction publique, c'est 116 000 effectifs supplémentaires qui ont été ajoutés sous François Legault. Donc ça, pour vrai, ça pèse l'eau sur les finances publiques et bonne chance pour couper là-dedans en faisant en sorte que ça passe inaperçu. Donc, tout ça étant dit, si la CAQ veut espérer vraiment un recentrage, ils doivent écouter les contribuables et les revendications des contribuables sont assez claires. On les a vues dans les derniers sondages. On veut la fin de la bourse du carbone, la fin de la taxe carbone du Québec. On veut aussi la fin de l'interdiction sur les voitures à essence et au diesel pour 2035. On veut des baisses d'impôts. Ils en ont promis en 2022, mais ils n'ont pas tout livré. Ils avaient promis 2,5 points de baisse de pourcentage, de baisse d'impôts de 2,5 points sur les 2 premiers paliers d'imposition. Ils ont seulement livré 1 point de pourcentage en 2023, puis ils nous ont promis le reste à partir de 2026. Mais ça n'a jamais été budgété. Et ça devrait être au minimum livré si on veut espérer que notre poids fiscal, ou du moins le fardeau fiscal des contribuables continue à se réduire. Et finalement, puis ça, on l'a remarqué dans les derniers sondages également, là, la position par rapport aux pipelines, par rapport aux hydrocarbures, il y a un revirement complet qui est observé présentement dans la société québécoise. Les gens sont ouverts à ça au nom de la sécurité énergétique. Il y a aussi l'aspect que on veut aller chercher des revenus supplémentaires. Est-ce qu'on augmente les impôts ou est-ce qu'on baisse les dépenses ou on va chercher des revenus autrement via les ressources naturelles? Cette troisième option commence à plaire à plusieurs. Ça permet de maintenir une sorte de statu quo au niveau des dépenses du gouvernement puis des programmes sociaux qui sont en place. Et ça permet d'éviter d'accroître le fardeau fiscal de n'importe quelle classe économique de la société québécoise en allant dans le gaz et dans le pétrole qui dort et que la CAQ avait promis d'aller chercher, mais finalement qui ont abandonné avec un projet de loi en 2022. Donc, c'est tout ce que la CAQ peut avoir comme marge de manœuvre, mais on s'entend que ça relève quasiment de la magie. Qu'un parti politique puisse faire un tel 180 degrés en aussi peu de temps, mais j'ai de la difficulté à voir c'est quoi la marge de manœuvre dont ils ont à leur disposition autrement. Ah, parce qu'on a vu le 180, on a vu même des 360 là, avec l'élection des libéraux au fédéral. Ça a été une autre chose. Donc peut-être rien n'est impossible et peut-être pourrions-nous glisser ou souffler à l'oreille la possible création d'un fonds souverain tel la Norvège en faisant des puits de pétrole un peu partout au Québec. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable. On le sait qu'on a des bonnes réserves et ça pourrait nous aider. Nicolas Gagnon, je rappelle à nos auditeurs
auditeurs que vous travaillez à la Fédération canadienne des contribuables. On peut vous voir et vous suivre à contribuable.ca. Dernier sujet aujourd'hui, vous vouliez attirer notre attention sur le discours du trône de Mark Carney, le nouveau premier ministre du Canada, le premier des sujets de Charles III, pourrions-nous dire. Alors, justement, dans le discours qui était du roi du Canada, Charles III, parlait beaucoup d'environnement et tout ça, mais en même temps, Mark Carney, lui, a parlé d'unité canadienne à travers la création de pipelines, etc., et donné, disons, crédit à certaines politiques du gouvernement, du Parti conservateur fédéral cette fois-ci, de baisser la bureaucratie, etc. Mais en même temps, il nous a dit qu'on n'aurait pas de budget avant l'automne. Bon, on est un peu, ça va dans tous les sens, là. Quel est votre point de vue sur l'actualité fédérale? Ben, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant le recentrage. Puis on peut faire un parallèle avec qu'est-ce qui pourrait se passer au Québec, c'est-à-dire on a vu ce qui s'est passé au fédéral, on était en fond de cale avec les sondages, on trouve un nouveau candidat qui était à peine connu du public et soudainement on remonte en haut des sondages. Puis après, en plus de ça, on fait un recentrage en s'inspirant des conservateurs. C'est fou ce qui s'est passé dans la politique fédérale au courant des 6 derniers mois, parce que ça fait à peu près 6 mois que Trudeau a annoncé cette démission. Là, mais de rien, des choses ont passé quand même pas mal vite. Mais oui, d'avoir un discours du trône prononcé par le roi, c'est une première depuis 1957, à moins que je m'abuse. Donc ça, c'est quand même un drôle de symbole de dire qu'on veut réaffirmer notre souveraineté en faisant venir notre chef d'État, oui, mais qui vient d'un autre pays, alors qu'on vient de faire une élection complète en parlant du chef d'État dans un autre pays. Donc c'est une drôle d'affirmation en termes de souveraineté pour le Canada. Mais de parler effectivement de pipeline, ça change quand même la donne. Puis je pense que ça permet d'une part, oui, de réaffirmer que le Canada, on va se dire franchement, c'est quand même un pétro-État. Je veux dire, on a quand même la 3e plus grande réserve de pétrole de la planète. On peut pas non plus s'asseoir là-dessus puis faire comme si rien n'était. Et en fait, au contraire, elle est exploitée. L'Alberta fait son travail là-dessus, mais éventuellement, il faut acheminer ce pétrole-là à d'autres marchés. Surtout quand on voit que le marché américain est pas tout à fait stable, ou du moins, les relations avec les Américains sont pas tout à fait stables. Donc, de se retourner vers d'autres acheteurs, d'autres marchés, c'est une priorité. Puis le pétrole, ça fait partie des actifs importants du Canada, veut pas. De voir que Carney s'intéresse à ça, c'est une bonne chose. Puis de voir aussi que le Québec est ouvert à ça, malgré la fermeture d'à peu près toutes les partis politiques au Québec, sauf la CAQ qui commence à être ouverte. Le PLQ, j'ai cru voir que durant leur course à la chefferie, ils en parlaient un peu, mais le PCQ, c'est pas mal le seul autre parti à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui a fait son point sur les pipelines. Bref, tout ça étant dit, je crois qu'il y aura une ouverture en temps et lieu, mais le politique au Québec risque de nuire à ces projets de pipeline du gouvernement fédéral. Ceci étant dit, c'est pas la seule chose pour moi qui est sortie comme quand on dit l'élément le plus important là-dedans. Il faut rappeler que le plan fiscal que Carney a proposé durant la campagne électorale qui s'est terminée le 28 avril dernier, c'est un plan fiscal qui est extrêmement déficitaire. Essentiellement, il promettait de dépenser beaucoup plus que ce que son prédécesseur Trudeau promettait de dépenser sur la même période. Et ça implique aussi des baisses d'impôts qui vont avoir un impact fiscal non négligeable. Puis, ça implique aussi beaucoup de dépenses dans la défense nationale, parce que ça fait partie des engagements qui ont été rappelés dans le discours du trône, ainsi que dans le plan fiscal. Et dès que, en fait, les élections ont pris fin, il faut se rappeler que la compagnie ou la firme de notation de crédit Fitch a envoyé un avertissement au Canada en disant, écoutez, là, si vous voulez aller de l'avant avec ce plan fiscal-là, vous allez devoir faire un méchant ménage, parce que si vous y allez de l'avant avec le plan qui a été présenté par Carney, vous risquez une décote assez rapidement. Puis on a vu ce que ça donnait au Québec, une décote. Ça veut dire que notre cote de crédit national est revue à la baisse. Ça va nous coûter plus cher pour emprunter. Puis avec des gouvernements qui roulent des déficits à perpétuité, ça veut dire que ça va nous coûter plus cher à long terme pour rembourser cette dette-là essentiellement. Donc, c'est un très gros risque qui vient. Et là, en plus, on a un document qui a été déposé hier par le directeur parlementaire du budget à Ottawa, Yves Giroux, qui fait une révision des programmes de dépenses du gouvernement. Et il a carrément dit, écoutez, c'est impossible pour le gouvernement fédéral d'aller de l'avant avec son projet de baisse d'impôts et de réinvestissement dans la défense nationale et des infrastructures sans s'attaquer à la bureaucratie fédérale. Dans le discours du trône, Mark Carney a mentionné qu'il allait plafonner les effectifs de la bureaucratie fédérale, parce qu'il faut dire que sous Trudeau, ça a augmenté de près de 100 000 le nombre de fonctionnaires qu'on a au fédéral, et le coût de la bureaucratie a augmenté de 73 %. C'est énorme en termes de milliards de dollars supplémentaires qui ont été ajoutés sur la facture des contribuables pour avoir une bureaucratie qui
il faut le dire, n'est pas nécessairement plus efficace que ce qu'elle était avant, à moins que vous me dites que vous êtes servi plus rapidement quand vous allez chez Revenu Canada présentement que ce que c'était le cas auparavant. J'ai des forts doutes. Mais ceci étant dit, il doit vraiment le rappel qui a été fait, c'est qu'il ne faut pas juste se contenter de plafonner les effectifs, il faut les réduire pour être en mesure d'avoir de la marge de manœuvre. Et ça, Carney, dans son discours du trône, comme dans son plan fiscal, il n'a jamais parlé de réduire la bureaucratie. Et tous les syndicats de la fonction publique fédérale ne veulent rien savoir d'une telle réduction. On comprend pourquoi. Mais la réalité, c'est qu'on a tellement gonflé cette bureaucratie-là au cours des dernières années que c'est un rempart réel aux ambitions canadiennes présentement puis aux capacités au niveau de nos finances publiques. Et si on n'adresse pas la situation, ben c'est une décote inévitable qui s'en vient. Et tout ça arrive. Ça, c'est mon petit dernier, ma petite cerise sur le sundae. Ben, il faut dire que le gouvernement de Carney a toujours pas déposé de budget et ne prévoit pas en déposer sous peu. Et je vais me mettre un chapeau d'aluminium, mais je vous dirais que la principale raison pourquoi ils n'ont pas encore déposé leur budget, c'est qu'ils craignent une décote. C'est-à-dire que, comme on a vu au Québec, en fait, avec Standard & Poor's, suite au dépôt de notre propre budget, ils pourraient avoir la même situation fédérale à cause de l'état des finances publiques présentement, soit l'héritage de Trudeau ou ce que Carney nous promet pour les prochaines années. Donc, selon vous, comment est-ce que le mécanisme, pouvez-vous nous expliquer quel serait le mécanisme d'une décote fédérale appliquée sur une décote provinciale? Donc, nous, est-ce que ça nous affecterait doublement au provincial au Québec? Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que le gouvernement fédéral a atteint le retour à l'équilibre budgétaire, comme on l'a vu dans les années début 2000 ou avec sous Jean Chrétien ou avec Paul Martin, ça s'est fait avec des coupures généralement au transfert aux provinces. C'est une des premières choses qui sont coupées, en fait, qui vont, en fait, nuire essentiellement aux revenus des provinces. Donc, on devrait s'attendre à ce que ça nous affecte d'une certaine manière parce que on a vu dans le budget du gouvernement du Québec, donc ce que Éric Girard a livré en mars dernier, que le retour à l'équilibre budgétaire du Québec, donc le moment où est-ce qu'on devrait revenir à autant de dépenses que de revenus, c'est prévu pour 2029-2030. Mais d'ici cette période, en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte en fait que on arrive seulement à l'équilibre budgétaire si le fédéral nous envoie plus d'argent. Parce que essentiellement, ils ont indiqué qu'il y avait un écart à résorber d'environ 2,5 milliards en 2029-2030. Donc, ils disent, ben, on a un plan, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va aller chercher ce 2,5 milliards-là. Mais dans notre plan, on précise que ça se peut qu'on aille têter le fédéral pour en obtenir davantage. Mais là, si le fédéral se fait dire, écoutez, vous devez slacker ces dépenses parce que sinon, on révise à la baisse votre code de crédit. Et ça veut dire que ça va coûter plus cher en intérêt. Dans la dernière révision du gouvernement, plutôt du directeur parlementaire du budget au niveau fédéral, on avait appris que le coût des intérêts de la dette canadienne, c'est environ 49 milliards présentement. C'est un peu plus bas que ce qu'on avait en tête. C'est supposé être 54 milliards dans le dernier budget. Finalement, c'est 49 milliards, c'est moins pire. Mais c'est à peu près 1 milliard par semaine quand même en intérêt qu'on paye sur une dette qui fait qu'augmenter année après année. Et la réalité, c'est qu'avec l'accumulation, soit avec une décote, donc s'il y a une décote, ça va nous coûter plus cher, les intérêts vont augmenter, donc le montant en intérêt va augmenter également. Mais en plus, si on augmente les dépenses puis qu'on augmente les déficits, ben ce chiffre-là va augmenter. Puis d'ici 2027, on parle d'environ 70 milliards qu'on va payer en intérêt sur la dette. Donc, ça va être carrément incontrôlable et inévitablement, les provinces vont être privées de ressources du fédéral qui leur sont promises à travers les transferts en santé ou les transferts en infrastructure dont ils vont être privés. Et là, bon, on sait qu'au Québec, on attend constamment après le fédéral pour un paquet de projets, que ce soit le tramway de Québec, le troisième lien, le REM ou sinon une autre ligne de métro à Montréal. Bref, peu importe les projets qu'on a en infrastructure, le fédéral, on attend après lui. Mais là, si le fédéral se fait littéralement taper sur les doigts par les agences de crédit puis se fait dire non, vous devez slacker les dépenses, sinon le marché va perdre confiance en votre capacité à gérer vos finances publiques, ben, il y aura des coupures nécessairement qui vont affecter les provinces et le Québec va être durement affecté par ça inévitablement. D'où la nécessité, comme je le disais tout à l'heure, de la création du fonds souverain qui se baserait comme la Norvège sur l'exploitation des ressources gazières. Faisons de la politique fiction. S'il y avait véritablement un beau travail d'éducation de la population, une ouverture parlementaire et des compagnies qui ouvertes à venir exploiter. Combien de temps ça prendrait là, avant qu'on arrive à un équilibre budgétaire? Au fédéral ou au provincial? Au provincial, là, restons chez nous. Là. Un fonds souverain québécois.
Avec un fonds souverain québécois, ben, il faudrait déjà qu'on développe ces ressources naturelles-là. Donc, c'est une bonne question parce que la première des choses qu'il faudrait faire, ce serait de renverser le projet de loi 21, pas celui sur la laïcité, mais l'autre projet de loi qui interdit le développement des hydrocarbures puis l'exploration pour des hydrocarbures au Québec. Je dirais qu'il faudrait aussi renverser le moratoire qui a été mis en place sur l'uranium en 2012 puis qui est encore maintenu pour des raisons complètement politiques. C'est une fois qu'on a renversé les moratoires sur ces ressources-là, le pétrole, le gaz et l'uranium, ça va nous rendre pas mal plus alléchant pour les investisseurs étrangers, puis ça va nous rendre beaucoup plus accessible aussi pour les marchés internationaux. Puis je peux vous dire une chose, les marchés des capitaux privés pour les ressources naturelles, il en manque pas. Là. Donc, c'est pas nécessaire d'aller chercher des subventions gouvernementales pour aller développer nos ressources naturelles. Faites juste laisser, le champ libre, sans dire que c'est pas un port ouvert où est-ce que les gens peuvent faire n'importe quoi, mais faites en sorte qu'il y ait moins de réglementations limitatives puis des lois qui empêchent le développement des ressources naturelles. Ça va être déjà un pas dans la bonne direction. Maintenant, le temps qu'on se mette à sortir ces ressources naturelles-là, le problème, c'est vraiment l'environnement politique au Québec. Ça a été un reproche qui a été fait par plusieurs. Là. Il y a même Warren Buffett en 2020 qui a fait ce reproche-là, peut-être pas directement au Québec, mais à l'égard du Canada, quand il s'est retiré, quand Berkshire Hathaway, son fonds d'investissement, s'est retiré du projet de GNL Québec, c'est pas parce que c'était pas intéressant de faire GNL Québec, au grand contraire. C'est plutôt parce qu'à l'époque, il y avait toutes ces manifestations en appui au Wet'suwet'en qui avaient bloqué un paquet de chemins ferroviaires à travers le Canada. Et ben les entreprises étrangères, les entreprises privées comme Berkshire Hathaway, qui est quand même un fonds extrêmement notable, là, je veux dire, si peu importe ce qu'eux ils font sur les marchés, vous pouvez être sûr que tout le monde les regarde. Et eux, ils se sont retirés en disant, ben nous, on trouve que le climat politique n'est pas favorable à ce type de projet d'investissement-là. Warren Buffett a continué à investir dans le GNL un peu partout sur Terre, notamment aux États-Unis au cours des 5 dernières années. Donc, c'était pas un retrait par rapport au changement climatique ou par rapport à la question de l'environnemental. Non, c'est vraiment le climat politique qui a nuit à ces investissements-là. Donc, je dirais que c'est très dur de répondre pour moi à la question quand est-ce qu'on pourrait mettre en place un fonds souverain, parce que la réalité, c'est qu'un fonds souverain, ça prend pas grand-chose pour le mettre en place, même qu'on pourrait juste prendre le fonds vert, changer le nom, puis changer les dispositifs qui le gardent en vie, puis essentiellement couper tous les programmes de dépenses qui sont rattachés. Et voilà, on a un fonds qui est là à notre disposition déjà, puis qu'on peut mettre de l'argent dedans, puis faire des investissements par la suite. Mais le climat politique est la première des choses qui va nuire à ce genre de projet-là au Québec. Et comme le fait le fonds souverain en Norvège, il faut effectivement faire de l'éducation par rapport à ça. Il faut instruire les gens par rapport à l'impact réel du développement des ressources naturelles, tant pour l'environnement que pour nos collectivités, que pour notre économie en général. Ça a été trop souvent laissé de côté. Plus souvent qu'autrement, on a laissé en fait des gens qui s'opposaient aux projets d'investissement de ce type-là prendre la parole puis prendre toute la place. Puis au final, on perdait ces projets-là et ça fait en sorte qu'on a des régions comme le Saguenay qui ont perdu des projets d'envergure. C'est un projet de plus de 12 milliards, le plus gros projet d'investissement privé peut-être de l'histoire du Québec, vraiment avec des capitaux privés, pas comme Northvolt. Là. Et finalement, on a perdu ça de vue à cause du politique essentiellement. Donc, pour moi, c'est là que le débat doit se faire, mais on le constate avec les sondages puis avec l'opinion publique qui tranquillement se transforme à ce sujet-là. D'après moi, c'est faisable au cours de la prochaine décennie, mais il reste beaucoup de travail à faire. Très bien. Alors, Nicolas Gagnon, vous êtes le directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables et on a pu ensemble réfléchir sur les différentes dimensions de la politique à la fois québécoise, fédérale et même on est allé faire de la politique fiction dans le futur vers un Québec plus radieux au niveau économique. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve en septembre prochain pour continuer ces belles discussions sur l'avenir et la santé économique qui touche évidemment les contribuables. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt. Alors, Jérôme Blanchet-Gravel, très heureux de te retrouver au Libre Podcast. Une apparition toujours très attendue de nos auditeurs. Aujourd'hui, tu veux nous parler tout d'abord d'un article publié sur Libre Média au libre-media.com, un article de la rédaction intitulé « Le Canada a accepté 817 000 immigrés en 4 mois seulement ». Donc, entre janvier et avril 2025, le Canada aurait accepté ou renouvelé le dossier de 817 000 nouveaux arrivants, une ingénierie sociale décomplexée en rupture avec la promesse de Mark Carney de revenir à des seuils plus raisonnables.
Oui, bien quoi, c'est une nouvelle qui a beaucoup circulé, un article qui a été pratiquement viral sur les réseaux sociaux. L'information, à la base, n'est pas de nous, c'est du média indépendant Junio News, média anglophone du Canada anglais, donc qui nous apprenait, que 817 000 nouveaux arrivants étaient entrés. Ce n'était pas exactement ça. Libra-Média s'est permis de corriger en quelque sorte l'information. Donc, ce ne sont pas effectivement 817 000 personnes qui sont entrées, mais ce sont 817 000 personnes dont on a, comme tu l'as dit, accepté ou renouvelé le dossier, mais ça fait quand même beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent de Québec, en particulier la ville de Québec, ils se sont sans doute aperçus à quel point quand même l'immigration massive commençait à être visible, hein, à Québec en particulier. Bon, à Montréal, ça fait un moment. Mais là, à Québec, franchement, on peut on peut parler de phénomène qui est abusif, qui est excessif et qui, oui, relève, je pense, d'une ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on est carrément devant une expérience. Encore une fois, le Canada apparaît comme le laboratoire d'une expérience progressiste, entre guillemets, d'une expérience woke, d'une expérience d'ingénierie sociale. Donc, on est en train de façonner, en quelque sorte, une nouvelle population. Vous le savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est opposé à toute immigration, absolument pas. Pour des raisons personnelles, ma propre femme est considérée, selon les statistiques, comme une immigrante. Je pense aussi que le taux de natalité au Québec nous pousse en quelque sorte à acquérir un certain nombre de personnes parce que les pénuries sont quand même importantes. On manque de gens partout. Il faut maintenir aussi un poids démographique dans le Canada. Donc, il y a toutes sortes de bonnes raisons, évidemment, à accueillir un certain nombre d'immigrés. Moi, je ne crois pas à la cible zéro, à l'immigration zéro, par exemple, dont parlait Éric Zemmour en France. Je crois enfin à aucun zéro. Les gens le savent. Je crois ni au COVID zéro, ni au sucre zéro, ni à l'immigration zéro. Mais force est de constater, Francis, que c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et je pense qu'il va falloir que l'immigration refasse débat beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a eu la pandémie, ça a été éclipsé pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que on est passé un peu à autre chose. C'est-à-dire, là, notre propre public s'intéresse quand même, je pense, davantage justement à tout ce qui a été censure, liberté d'expression. Et là, je pense qu'il faut comme pas revenir sur l'immigration. Ça va rester un des sujets, évidemment, sur lesquels va s'attarder le Libra-Média, mais je pense que, comme certains le proposent sur les réseaux sociaux, il faut une sorte de moratoire sur l'immigration. Et il faut se poser des questions. D'abord, quelle immigration on veut, de quel pays? Bon, évidemment, le Québec ne contrôle pas son immigration, on le sait, du moins en partie. Mais c'est trop. Trop, c'est trop. Et écoute, on est submergé. Moi, je le dis très clairement. Là, je pense que c'est trop. Donc, au niveau économique, là, on l'a vu dans la première partie de l'épisode avec Nicolas Gagnon, on voit qu'il y a quand même des processus, des mécanismes là, supranationaux, nationaux, qui font en sorte qu'à un moment donné, oui, on peut faire des déficits, mais il faut que ça balance. La dénatalité au Québec, justement, est-ce que c'est pas il y a un déficit à ce niveau-là, puis c'est pas un peu la chose à faire là, que d'ouvrir les valves de l'immigration quand on a affaire à vraiment parce que d'un côté, si on faisait oui, tu as remarqué peut-être qu'à Québec, c'est notable l'arrivée de centaines de milliers, peut-être de personnes, je sais pas. Mais en même temps, il y avait un autre phénomène visible, c'est le vieillissement de la population dans les rues et tout ça. Donc, est-ce que c'est pas simplement disons une espèce de mécanisme des démographes, peut-être avant de tomber dans la théorie ou disons la spéculation d'une ingénierie sociale, peut-être que c'est simplement qu'ils essaient de faire en sorte que les chiffres démographiques balancent? Bien, c'est sûr que l'immigration est pratiquement devenue une politique économique au Canada, on le sait. Donc, effectivement, on se sert de l'immigration pour maintenir la croissance. En fait, je pense même plus la croissance augmente au Canada depuis quelques années. Si j'ai bien compris, on est plutôt en stagnation. Donc, oui, et je suis un des principaux observateurs, en quelque sorte, du vieillissement. Bon, je m'en plains, en quelque sorte. Les gens disent, associent évidemment tout ce qui est critique au chialage. Donc, les gens diront, oui, mais Blanchet-Gravel, vous êtes le premier à dire qu'on est vieux et qu'on est stérile. Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate très clairement dans le livre, justement, 12 propositions pour un Québec vivant, paru récemment aux éditions Libère, un livre que j'ai coécrit avec Claude Simard, un podcast récent, un épisode du Libre Podcast est récemment consacré à ce livre.
Mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on vient compenser quelque chose. Et comme le dit l'article justement de Libra-Média, on est allé au-delà. Il y a un niveau où, oui, l'immigration, c'était pour compenser le vieillissement et pour combler des postes dans des secteurs touchés par des pénuries. Mais aujourd'hui, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense qu'on se sert de l'immigration pour, comment dire, on ne va pas dire créer un nouveau peuple, ce serait exagéré. Puis je ne pense pas que notre élite, entre guillemets, ait cette capacité-là, ce serait surestimer notre élite que de penser qu'elle est capable de façonner un nouveau peuple. Mais on se rend compte quand même que dans des sociétés où les gens sont atomisés, tribalisés, le peuple est quand même moins capable de finalement réagir et de rester uni. Hein. Donc, tu sais, c'est un peu, sans être cliché, c'est un peu divisé pour mieux régner en quelque sorte. Et dans l'optique proprement canadienne, Francis, il ne faut pas se le nier. D'abord, le Parti libéral du Canada fait venir un bassin d'électeurs. Il ne faut quand même pas s'en cacher. Le Parti libéral qui est pratiquement en train de devenir un parti unique, qui est, comme je disais dans un éditorial récent, c'est un peu le nouveau PRI, le fameux parti au Mexique qui a gouverné 90 ans, donc avec des petites périodes, des petites parenthèses accordées aux PAN vers la fin de quand son hégémonie a commencé à être fragilisée. Donc, le Parti libéral, d'une part, importe des électeurs potentiels, même s'il y a un certain nombre d'immigrés qui, on le sait, ont des valeurs plus conservatrices. C'est le grand paradoxe, évidemment. Donc, on fait venir des gens qui sont parfois des ultra-traditionnalistes, des Pakistanais qui battent leurs femmes, mais qui votent Trudeau, woke, progressiste, féministe. Là, tu dis, bon, il y a quelque chose d'un peu spécial ici. Mais il y a ça. Ça, c'est clair. Ensuite, le Québec, évidemment, on sait que c'est une façon quand même un peu de noyer le Québec dans l'immigration. Je pense que là-dessus, je rejoins les nationalistes purs et durs. Là. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair que c'est une façon. Et d'ailleurs, à Laval, ça a été très clair. Là, le fameux député Denis Trudel, là, l'acteur qui a été détrôné finalement au profit d'un Haïtien qui regardait de la pornographie à temps plein, en gros. Là. Donc, c'est triste pour notre ami bloquiste de Laval. Donc, qui, par un effet démographique, par l'immigration, donc le candidat, le député du Bloc est détrôné pour finalement un uliberlu qui s'empresse de dire qu'il représente le roi à la Chambre des communes dans sa première allocution. Je ne sais pas si vous avez vu. Là. Donc là, il y a des gens qui ont voté finalement à l'aveugle pour quelqu'un qui représentait une communauté immigrée. Donc, dans certains comtés, c'est clair que l'immigration est en train de pencher du côté libéral. C'est pas nouveau, mais là, on s'aperçoit même dans d'anciennes forteresses bloquistes, donc nationalistes, on assiste à donc, des transformations démographiques et électorales. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est clair. Pour moi, ça fait partie d'une stratégie qui est délibérée. Là. Et là, oui, on peut parler d'une forme d'ingénierie. Bon, l'ingénierie sociale, les gens me demandent souvent c'est quoi. L'ingénierie sociale, c'est un peu voir la société comme une pâte à modeler. Hein. Donc, on modèle, on essaie d'influer sur les comportements. C'est la modélisation, finalement, des sociétés humaines, un peu à travers les sciences sociales, les sciences comportementales. Même il y a un récent rapport au Canada qui disait que le fédéral avait délibérément utilisé les sciences comportementales pour essayer d'influencer la population durant la COVID. Libra-Média en a fait état, était le seul média à en faire état en français. Donc, oui, je pense que sans être bon à prôner la supériorité de quelconque race, je ne suis absolument pas dans ce paradigme-là. On s'aperçoit que c'est trop et je pense que des immigrés vont commencer à en souffrir eux-mêmes. C'est-à-dire que là, il y a des immigrés qui ont commencé à venir nuire à la qualité de vie d'immigrés. C'est ça qui est. Parce que les services sociaux ne suivront pas. C'est-à-dire quand même, comment on dit qu'il manque d'infirmières, il manque d'enseignants, il manque de logements, beaucoup. Et c'est là où je rejoins moi Vincent Geloso qu'on a déjà reçu au Libra Podcast qui va nous dire, la pénurie de logement, c'est essentiellement un problème de régulation, de surréglementation. Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que quand on fait venir 500 000, un demi-million d'immigrés par année dans un pays de 38 millions, c'est-à-dire faire venir pratiquement 1% de la population canadienne à chaque année et dire que ça n'a pas d'impact sur le logement, attention. Un logement, quand même bien qu'on déréglemente, ça ne se construit pas non plus en 2 semaines. On ne va pas construire des bidonvilles non plus avec de la tôle. Là. Donc, écoute, c'est démesuré et on va se retrouver avec des problèmes aussi
qu'on observe en Europe depuis longtemps. C'est-à-dire, bon, l'islamisme en particulier est un problème. Demain matin, on va se retrouver avec des voisins qui appuient le Hamas, qui appuient des pogroms, c'est quand même incroyable. Là. Et moi, je ne suis absolument pas intéressé à avoir comme voisin un type qui appuie le Hamas. À un moment donné, il y a des limites, là. Justement, parlons de ces, disons, modifications au mode de vie occidental et occidental dans notre cas au Québec, qui commence peut-être par l'immigration. En tout cas, ça peut avoir une influence certaine, à avoir des conséquences. Parlons de cette de deuxième sujet qui a été le sujet d'un article publié sur Libremédia, libre-media.com. Son titre: Censure, une conférence de Florence Bergaud-Blacker annulée à Montréal. Un article de Xavier Bélanger-Costa du 2 juin, et dans lequel on peut lire justement que la conférence prévue le 4 juin à Montréal a été annulée pour des enjeux sécuritaires. Effectivement, ça fait bien le lien justement entre le premier sujet et ce sujet-là. Donc, Mme Bergaud-Blacker est une grande spécialiste effectivement du frérisme. Le frérisme, c'est une branche de l'islamisme. Bon, comme elle nous l'explique dans un grand entretien que j'ai réalisé avec elle, justement, qui entretien visait à préparer un peu sa venue, à annoncer sa venue à Montréal. Donc, toujours disponible sur le site libre-media.com. Donc, je me suis entretenu longuement avec elle pour qu'elle nous explique, finalement, nous présente ses travaux sur cette confrérie, finalement, islamiste qui vise à percer tous les secteurs de la société, des sociétés occidentales. Et effectivement, elle était censée donner une conférence le 4 juin. Finalement, elle a eu lieu, elle a été annulée pour des raisons de sécurité. Et là, on comprend que des islamistes, en fait, très clairement, l'ont menacée à nouveau de mort. Elle a été souvent menacée de mort en France. C'est quelqu'un qui est placé sous protection policière depuis la parution de son fameux livre, là, Le frérisme et ses réseaux, en 2023, publié chez Odile Jacob. Et depuis, c'est quelqu'un qui doit être surveillé et encadré par la police en France. Donc, ce n'était pas une surprise, entre guillemets. Je sais que ses organisateurs, c'est des gens proches dans son entourage, s'attendaient à ça, que c'est un scénario possible qu'à Montréal, Mme Bergeau ne puisse pas donner sa conférence. Donc, finalement, ça a été annulé. On l'a annoncé. Libremédia a été le seul média aussi à reprendre la nouvelle. Conférence annulée à Montréal d'une anthropologue, donc de la pure censure islamiste, des pressions qui sont venues de gens de cette communauté-là, pour l'empêcher, Mme Bergaud, de prendre la parole. Finalement, bon, c'est ça. Il y a eu une conférence privée à très petite échelle où un petit nombre de gens ont été invités, là, qui s'est tenu le même soir, le 4 juin, mais on ne peut pas parler de conférence publique. Là, encore là, c'est quand même une anthropologue qui a empêché de prendre la parole à Montréal, et les grands médias n'en font absolument pas état. C'est quand même assez incroyable, là. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Et donc, ça, c'est symptomatique, Francis, de la pression islamiste, on parle beaucoup de liberté d'expression, mais justement, pour des causes médiatiques, mais là, on parle d'une religion, finalement, d'un courant extrémiste d'une religion qui ne se gêne pas pour faire des menaces de mort, pour censurer des propos qu'on juge, qui sont jugés finalement blasphématoires, ou etc. Là. Donc, je pense que quand même, ça va vite nous rattraper, ce phénomène-là. Et ça a passé beaucoup sous les radars médiatiques dans les dernières années, justement à cause de la pandémie. Nous aussi, on s'est concentré sur ces thématiques-là. Mais l'islamisme est appelé par la force des choses à redevenir un sujet. Pour moi, c'est assez clair. Et on l'a vu encore récemment. De toute façon, avec la question aussi, on pourrait s'étendre là, avec la question israélo-palestinienne. Ça va rester un sujet très longtemps, tout ça. Mais quand même, j'insiste, à Montréal, une anthropologue dont la conférence est annulée parce qu'elle a reçu des menaces de gens d'une communauté qu'on peut identifier, là. C'est assez étrange aussi, là, parce que est-ce qu'on sait exactement qui a pris la décision d'annuler? Est-ce que c'est la peur de... Ça arrive souvent, ça, disons, le lieu où est censé avoir lieu la conférence décide de se désister, ou est-ce que c'est l'anthropologue elle-même, ou est-ce que c'est les autorités et tout ça, là? Donc, parce que
on peut comprendre que quelqu'un ne veut pas se faire vandaliser son lieu. Mais on peut comprendre qu'une personne pense que les menaces sont assez sérieuses contre sa propre vie pour décider de ne pas se présenter parce que, entre guillemets, le risque n'en vaut pas la chandelle. On peut s'exprimer autrement, même si c'est grave quand même. Ou est-ce que ça peut être aussi les mesures de sécurité elles-mêmes, les policiers, les corps policiers qui décident par lâcheté de ne pas appliquer la loi et de ne pas défendre des gens qui éventuellement se feraient agresser injustement. Donc, tout dépendant de qui on parle, ça peut avoir différentes, teneurs à tout le moins morales. Là. Qu'est-ce qu'on sait sur cet événement en particulier? Ben écoute, je me suis entretenu, là, comme je fais mon travail de journaliste, avec les organisateurs, l'entourage de Mme Bergault, et je peux vous dire quand même que c'était sérieux. Je ne peux pas tout vous dire. Mais Mme Bergault, d'abord, est réputée pour son courage. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va céder là, parce qu'elle a reçu 3 courriels sur Messenger. Là. C'est plus sérieux que ça. On l'a vu donner des conférences à la Sorbonne escortée par des policiers. C'est quelqu'un qui se présente et quand elle a les autorités avec elle, Mme Bergault, en France, va donner sa conférence. C'est quand même quelqu'un qui a du cran. Là. Ça nous manque, ces personnalités-là au Québec, justement. Donc, je pense pas que Mme Bergault, qui est habituée de déjà donner des conférences sous escorte policière, a cédé à... en fait, je peux vous le dire, c'est pas une histoire de 3 messages anonymes, c'est quelque chose de plus sérieux que ça. Et forcément, oui, on le sait, l'événement, c'est public, là, je peux vous le dire, était censé d'entrée de jeu au départ, c'est-à-dire être tenu à l'atelier librairie Le Livre Voyageur. On peut penser que Bruno Lalonde, qui n'était pas intéressé non plus à risquer la sécurité de son établissement, qui de toute façon n'était plus assez grand pour tenir l'événement, parce que l'événement allait... il y a eu beaucoup d'engouement dès le départ, donc la librairie de M. Bruno Lalonde n'était plus assez grande. Mais on sait qu'il n'y a pas juste elle qui a reçu des menaces. Apparemment, c'est plusieurs personnes. Peut-être que je suis déjà allé trop loin. Nos auditeurs seront évidemment très discrets. mais bref, écoutez, là, et moi, je suis comme rédacteur en chef de Livre-Média, je suis fier qu'on fasse notre travail et qu'on fasse état publiquement de cette annulation-là, de ces pressions, mais je m'indigne d'un autre côté que les grands médias ne tendent pas la parole, ne donnent pas la parole à Mme Bergault. J'espère qu'elle ira au moins dans les médias québécois qui sont sensibles à la question de l'islamisme, etc. Mais il y a un vide, il y a un déni, et c'est scandaleux, en fait. C'est une histoire qui devrait faire le tour des médias au Canada, ça. Oui, puis comment aussi, essayons, parce que la situation, c'est qu'il y a de l'immigration, il y a une pluralité civilisationnelle au sein même d'une géographie donnée telle que le Canada ou le Québec ou la France, mais parlons du Québec. Il faut construire à partir d'où on est, là. Donc, comment faire en sorte, selon toi, en passant du descriptif de cette annulation au prescriptif, comment faire en sorte que la prochaine fois, ça puisse avoir lieu? Qu'est-ce qu'on devrait faire et même pour... Peut-être que c'est moi qui ai mon petit côté naïf, mais à un moment donné, il va falloir discuter là, même avec ceux qui sont contraires. Comment essayer de faire accepter aux plus radicaux des gens qui n'aiment pas la liberté d'expression? Comment leur faire accepter que c'est la marche à suivre, même pour, disons, leur propre façon de voir les choses? Si on regarde même dans le monde musulman, les frères musulmans, je crois qu'ils ont eu le pouvoir pendant quelques années en Égypte, et là, ils se sont fait rendre. Ça a été le retour du régime militaire, donc ils sont persécutés. Donc, il y a ce côté-là. Mais on voit dans le monde arabe, il y a à certains endroits. On pense même à l'Arabie Saoudite qui essaie de faire des réformes avec le Trump est allé il y a pas trop longtemps. On voit Abu Dhabi, on voit le Qatar. Le Qatar sont un peu plus disons islamisés et tout ça. Donc il y a quand même une volonté d'accepter certains éléments de la modernité. Donc on peut passer même à Dubaï, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des églises et tout ça, il y a certaines restrictions. Donc, il y a plusieurs variations dans, disons, l'interprétation et dans le mode de vie de l'islam pour
comment nous, par exemple, comme société, pourrions-nous faire cas de cette pluralité-là au lieu de toujours se soumettre à la façon la plus fondamentaliste qui finalement ne représente pas la majorité des musulmans d'aujourd'hui? Ben, il y a deux choses. D'abord, les universités, il faut faire pression. C'est-à-dire, sans faire comme Trump, il va falloir envoyer des messages très clairs. Qui va avoir le courage politique de faire ça? Je ne sais pas, mais c'est pas normal d'abord que Mme Bergo ne soit pas reçue dans un amphithéâtre d'une université. Bon, parce que c'est quelqu'un qui, bon, je pense n'est pas au CNRS en France, mais c'est une université reconnue. Donc, d'abord, pourquoi il n'y a pas une université au Québec qui reçoit officiellement Mme Bergo avec les moyens sécuritaires qui s'imposent? Déjà, il y a un problème. Et ça m'étonnerait que ça n'a pas été essayé. On pourrait dire, ouais, mais là, peut-être qu'elle n'est pas en contact avec des collègues, franchement. Je pense que Mme Bergo est en contact avec des universitaires québécois, là, est capable, avec son réseau, sans doute, et moi, ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire d'essayer de faire tenir des conférences d'universitaires connus en France, au Québec. Souvent, elles sont rejetées, ces conférences, parce que ce sont des personnages dits controversés. Et donc là, c'est le politiquement correct, proprement occidental, à nous. Donc, il y a les accusations d'islamophobie, etc., qui surviennent. Donc, on refuse au Québec d'accueillir des universitaires dans nos universités pour des raisons idéologiques, et ça nous appartient. Maintenant, bon, la question de l'islam, effectivement, elle est très complexe, elle est très diverse. Il y a des islams, effectivement. Et oui, dans le monde, bon, dans la région du Golfe, il y a des initiatives. Bon, moi, je suis plus méfiant peut-être que toi à ce niveau-là. Je ne sais pas à quel point c'est sincère comme ouverture vers l'Occident, et le centre de gravité du monde est en train de se déplacer un peu vers là. Je ne sais pas à quel point ça va nous aider, nous, dans nos valeurs occidentales. Mais comment ne pas céder aux plus radicaux? Ben d'abord, c'est ça. Il y a beaucoup de la question du courage politique. Sans courage politique, on pourra arriver à rien. Mais je pense qu'il faut quand même amener l'idée d'une compatibilité civilisationnelle là, dans nos critères d'immigration. Parce que c'est dommage, parce en se fermant, bon, c'est hypothétique parce qu'on n'aura jamais vraiment le contrôle de l'immigration en restant dans le Canada, le Québec. Mais c'est sûr qu'on se coupe beaucoup d'individus de grande valeur qui viendraient du Maghreb, etc. Évidemment, très évidemment qu'il y a plein de gens d'origine musulmane qui sont des talents. Il y en a plein en France, des écrivains, Boualem Sansal, d'ailleurs emprisonné en Algérie, Kamel Daoud, évidemment une grande... Au Québec, on a plein, évidemment, de gens du Maghreb qui sont d'une très grande qualité. Mais la masse, souvent, c'est problématique. C'est-à-dire, où est-ce que des masses de musulmans, il y a de l'islamisme? Ça, c'est quand même, il faut quand même dire les choses quand même. Et pendant un certain moment, je pense qu'il faudrait prioriser les immigrés qui viennent du bassin culturel chrétien. En gros, d'abord, les latino-américains. C'est-à-dire, d'abord, moi, je prônerais une politique de continentalisation de l'immigration. Ça ne m'apparaît pas normal qu'on fasse venir des gens du Pakistan alors que des gens ont le besoin au Mexique ou au Guatemala qui viennent déjà chez nous et qui sont des bons chrétiens, souvent des bons catholiques, des des fois des protestants. Bon, c'est pas si grave que ça. Ce qu'on appelle les cristianos là-bas, donc les chrétiens, comme on les appelle. Les Huguenots sont là depuis le début de la colonie. C'est ça, donc ce n'est pas dramatique. Que d'appartenir à ces églises évangéliques. Il y en a plein, c'est dynamique. On sait que ce sont les guitares et les chants qui les animent plus que l'orgue, etc. Donc, les liturgies non ritualisées, souvent, comme on dit. C'est ça. Donc, c'est une espèce de l'ubérisation un peu de l'Église, là, d'une certaine façon. Et je pense que cette question-là, ben écoute, ça fait longtemps qu'on devrait la traiter, c'est-à-dire pourquoi c'est si tabou de dire ça. J'ai fait un statut cette semaine qui a fait beaucoup réagir. Et alors que pour moi, ça irait de soi. Donc, pourquoi aller chercher des gens d'abord si loin, si éloignés culturellement, alors qu'il y en a des si proches, géographiquement et culturellement, qui sont dans le besoin, qui sont prêts à travailler, qui plus que se remettre sur le chômage, etc. Pour moi, ça devrait être naturel. Et là, encore là, on n'est pas dans le Trumpisme exactement parce que, bon, Trump, son problème, c'est plus avec l'immigration illégale latino-américaine. Mais bref, la compatibilité civilisationnelle, culturelle, religieuse devrait,
Je pense qu'il faudra en tenir compte. Est-ce que ça va arriver? J'en doute. Après, je pense qu'il faut rester quand même pour des secteurs ciblés, ce qu'on appelle les métiers spécialisés, etc. Il faut garder évidemment une ouverture envers tous les pays du monde, mais dans des proportions qui sont raisonnables. Et même à Québec, on s'aperçoit, écoute, ça fait plusieurs femmes en burqa que je vois dans les dernières semaines et on n'avait jamais vu ça. Excuse-moi, on ne veut pas de femmes en burqa, c'est-à-dire carrément avec les yeux même dont on voit seulement les yeux. C'est nettement exagéré. Et je pense qu'on a le droit de dire clairement que c'est une culture avec laquelle on ne veut pas composer nécessairement. Et point final. Et donc, toi, tu n'es pas prêt à lui tendre la main, comme avait dit Justin Trudeau lors d'un célèbre débat qu'il a mené à son élection, qui nous a mené, elle, jusqu'à nous, jusqu'ici aujourd'hui. Non, moi, je ne suis pas naïf à ce point-là. Et encore une fois, ben oui, c'est ça. C'est dire, pour vraiment être clair, l'islam est divers, est diversifié, mais il est quand même porteur, malheureusement, d'un courant fort, fondamentaliste, qu'on ne peut pas nier et qui va continuer à pénétrer la société occidentale en général. Et ça fait longtemps qu'on devrait le savoir. Ça fait 20 ans qu'on observe ça en France, 30 ans. Ça s'en vient ici, on ne sera pas épargné. Et c'est bien beau des critères linguistiques, dire que ces gens-là parlent français. C'est bien beau, mais la langue, mais il n'y a pas juste la langue. Là. La langue, ça s'apprend quand même. C'est beau, ça peut être long. Mais si on persiste aussi avec une vision essentiellement bureaucratique de la culture, une espèce de sanitarisme linguistique où il y a juste ça qui est important, finalement, la langue, et le reste n'est plus important. Noël, c'est plus important, juste la langue. Donc, on va mourir en français, finalement. Là. Donc, c'est bien beau rénover sa salle de bain en français, comme je dis souvent à la blague, mais ça ne sera pas suffisant pour survivre comme peuple. Ça prend d'autres critères quand même que la langue. Censure, une conférence de Bergo Blacker annulée à Montréal. Un article à lire sur Libre Média au libre-media.com. Alors, simplement pour mentionner que cette semaine a eu lieu la première de notre documentaire coproduit avec le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles intitulé Omerta scolaire. La première a eu lieu mercredi soir, le 4 juin à 20h. Nous étions présents sur le chat room pour pouvoir discuter avec vous, chers auditeurs. Alors, vraiment, on invite tout le monde à aller voir ce documentaire gratuitement sur YouTube. Vous le trouverez sur la chaîne YouTube de Libre Média. Et également, nous allons faire la tournée de plusieurs médias dans les prochaines semaines. Alors, vous pourrez éventuellement suivre tout ça sur la page X de Libre Média. Alors, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé là, de ce documentaire, là, grosso modo, Jérôme? Ben écoute, comme je l'ai dit, c'est excellent. On brise le silence. Et c'est étonnant, encore une fois, de voir que c'est un sujet aussi pas tabou, mais oui, c'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qui se passe dans les écoles. Et donc, cette surprise m'étonne. C'est-à-dire, ça a pris Libre Média pour jeter la lumière sur, finalement, ce phénomène qui semble systémique d'une certaine façon. Donc, c'est les enseignants qui, rappelons-le, sont obligés de mentir aux parents lorsque un de leurs élèves a changé de sexe ou a manifesté de la volonté de changer de sexe, notamment en se faisant appeler par un autre prénom. Donc, écoute, je suis très satisfait de ce travail-là. Je suis très satisfait de notre collaboration avec le Centre juridique pour la liberté constitutionnelle. Et je sens que ce documentaire va faire du chemin. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à en parler à leurs proches. Hey, as-tu vu ça? J'ai vu un documentaire en fin de semaine. Il faut voir ça. Il faut que répandre la bonne nouvelle du documentaire, en quelque sorte. Allez voir ça, honnêtement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ça. Puis, commentez, partagez. Manifestez-vous. Mm-hmm. Et c'est un autre bel exemple de ce que Libre Média peut offrir à la population du Québec, non seulement par de l'éducation, de l'instruction et par des articles de fond, mais également par de la sensibilisation à des enjeux qui touchent les hommes et les femmes de notre société, mais qui sont souvent mis sous le boisseau, comme on dit par chez nous.
Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bonne fin de semaine à tous les auditeurs. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.